Bienvenue dans ce premier rendez-vous de Parlons Immo, Parlons Bien. Vous êtes amateur d'immobilier, c'est un vaste monde. On va, par le biais de cette chaîne, décortiquer un maximum de choses sur le monde de l'immobilier. Je suis Thomas, agent immobilier dans le sud de la France, à Toulon, sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui peut paraître simple et inutile, mais je crois souvent des acquéreurs, une fois qu'ils m'ont fait une offre d'achat, qui ne savent pas quelles vont être la suite des étapes qui vont intervenir dans le processus de leur achat. Donc l'idée ici va être simple, ça va être de décortiquer justement tout ce processus pour vous donner un maximum d'informations et de petits tips qui vont vous éviter de faire des erreurs qui peuvent parfois coûter cher. Alors venez ici, c'est le guide ultime de votre prochain achat immobilier. Donc pour démarrer, vous visitez un bien, c'est le coup de cœur, il vous plaît, vous décidez de faire une offre d'achat à l'agent immobilier ou au propriétaire. Cette offre d'achat est acceptée. Comment ça se passe? Déjà, je vous conseille vraiment de formuler une offre d'achat par écrit, par mail ou manuscrit. Évidemment, aujourd'hui, on est à l'heure du numérique, donc je vous conseille de le faire par email. Donc, Mettez bien l'essentiel de votre état civil, votre profession, ça va être très important pour le vendeur de savoir qui sont les personnes qui lui font une offre d'achat. Ça va lui donner aussi peut-être des indications, si vous êtes un CSP+, CSP++. L'idée, c'est d'apporter un maximum d'informations dans cette offre d'achat pour rassurer votre vendeur. Quelles vont être vos conditions de financement? Est-ce que vous payez comptant? Est-ce que vous vendez un bien pour pouvoir acheter celui-ci? Quelles vont être les conditions suspensives liées à cette offre? Donc voilà, on a déjà dans l'offre d'achat un champ qui va être plutôt vaste et on peut avoir aussi, ça arrive souvent dans la même journée ou sur la même semaine, un vendeur qui reçoit plusieurs offres d'achat. Donc l'idée est déjà de se démarquer par rapport aux autres. Petit tips, n'hésitez pas à joindre à votre offre d'achat un mail de votre courtier ou de votre banquier qui vous indique que vous êtes finançable et solvable. Ça, c'est très important, ça va rassurer le vendeur. Ou alors, vous pouvez mettre aussi un imprime écran de votre espace sur impôt.gouv, mes biens immobiliers, qui va montrer que vous possédez déjà des biens immobiliers. Si vous êtes dans le cadre d'un achat, d'un investissement locatif, ça peut être vraiment un élément fort. Et c'est ce qui va faire que votre vendeur va l'accepter. Alors, une fois que votre offre d'achat est acceptée par le vendeur, on constitue le dossier et c'est envoyé chez le notaire. Le notaire, une fois qu'il a le dossier complet et que le compromis ou la promesse de vente sont rédigés, il va vous convoquer pour un rendez-vous. Alors attention, il y a 2 manières, je viens de vous le dire, de signer et de s'engager sur un bien immobilier après une offre d'achat. C'est d'un côté de faire une promesse de vente ou un compromis de vente. Dans le sud de la France, là où j'évolue, 99 des signatures se font par le biais d'une promesse de vente. Alors déjà, quelles sont les différences entre une promesse de vente et un compromis de vente? Pour la promesse de vente, le vendeur s'engage de manière unilatérale à réserver le bien à l'acquéreur sur une durée déterminée d'environ 3 à 4 mois en général, durant laquelle l'acquéreur pourra acheter le bien. Il fait en fait une levée d'option pour acquérir le bien. Pourquoi on a une durée de 3 à 4 mois? C'est pour lui laisser toutes les prérogatives, pour lever certaines conditions, à savoir son financement, un certificat d'urbanisme et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un engagement unilatéral. On n'a que le vendeur qui est engagé. Donc, à date butoir, si l'acquéreur n'a pas levé l'option d'achat, le vendeur se retrouve libre de vendre le bien à qui il souhaite. Donc, si vous voulez, la promesse de vente, elle a un avantage, c'est de laisser entre guillemets les mains libres au vendeur une fois la date butoir dépassée. Contrairement à ça, le compromis de vente, c'est un engagement bilatéral. C'est-à-dire que les 2 parties sont engagées à l'achat et à la vente du bien. Donc, à date butoir, si l'une des 2 parties ne se présente pas pour, signer, le vendeur n'est pas libéré de vendre à qui il souhaite et l'acquéreur pareil, n'est pas libéré de cet achat. Donc si vous voulez, sur un compromis de vente, il faut un accord des 2 parties pour pouvoir se libérer de la vente. Donc évidemment, tout est vraiment très bien fait, tout est cadré dans le compromis de vente et il y a des jalons qui sont posés. C'est-à-dire que l'acquéreur, pour pouvoir sortir de manière propre, sans dommages et intérêts
de cette vente, il y a des conditions suspensives qui sont imposées au compromis, à savoir peut-être une condition suspensive d'obtention de financement, de revente d'un bien en cours, d'obtention de certificat d'urbanisme ne grévant pas le bien de quelque dommage que ce soit. Donc s'il y a une des 2 parties qui fait preuve de mauvaise foi, sur la vente, le vendeur ou l'acquéreur ne peut pas en sortir si facilement. Donc, une fois que vous avez signé votre offre d'achat, le notaire vous convoque pour signer une promesse ou un compromis. Donc, il faut savoir que généralement, sur la promesse, le notaire vous fait payer des frais de rédaction d'acte. Sur le compromis, il ne peut pas vous faire payer de frais de rédaction. C'est super de signer une promesse de vente, notamment quand on est vendeur. Donc ça, il faut pas s'en priver. Voilà, au moins si vous tombez sur quelqu'un ben, qui est long, qui bégaye, qui met du temps à avoir un financement, ou on sent que ça commence à être difficile, à date butoir, au revoir et vous revendez le bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique qu'il faut garder à l'esprit. Alors veillez bien avec votre notaire à poser les conditions de la vente. Faites bien gaffe que voilà, l'acquéreur vous a fait une offre d'achat en disant: ben ça va être un paiement comptant». Veillez bien à ce que quand vous arrivez en signature de compromis, ou de promesse, de pas être sur un acquéreur qui, vous mette une condition suspensive de vente de sa maison actuelle. En effet, on a beaucoup de personnes, moi je le vois sur le terrain, qui nous disent: «Oui, oui, c'est un paiement comptant», et en fait, on se rend compte que, beh, pour eux, c'est comptant parce qu'ils font pas de crédit, mais il y a un bien à revendre derrière. Donc c'est pas la même chose. Donc il y a pas de souci, ça se fait, ça marche très bien, mais un paiement comptant, c'est un paiement sur lequel on n'a pas une condition suspensive de revente d'un bien, au préalable. Donc veillez à bien cadrer les conditions de la vente avec votre notaire et votre agent immobilier, c'est très important. Et n'oubliez pas aussi une chose, lorsque vous signez une promesse de vente ou un compromis de vente, votre acquéreur dispose de 10 jours de délai de rétractation. Ces 10 jours, c'est ce qu'on appelle la loi SRU. L'acquéreur, il n'a pas besoin de donner une excuse valable ou de s'expliquer, lorsqu'il se retire de la vente. Voilà, c'est un délai de 10 jours. Je souhaite me rétracter, j'ai changé d'avis. Il en a parfaitement le droit. Donc quand vous avez signé, ne sabrez pas tout de suite le champagne. Attendez déjà les 10 jours et ensuite attendez que les conditions de la vente soient réalisées pour pouvoir le sabrer. N'oubliez pas aussi une chose, si vous achetez en tant que personne morale, donc avec une SCI ou une SAS ou une SRL familiale ou une société, diverse, n'oubliez pas que c'est une personne morale et qu'une personne morale ne dispose pas de ce délai de 10 jours de rétractation. Donc si vous souhaitez acheter un bien, et le faire rentrer dans une SCI familiale par exemple, petit conseil, achetez en nom propre, comme ça vous bénéficiez des 10 jours de délai de rétractation, pour pouvoir lire tous les documents si vous en avez pas eu le temps, pour pouvoir peut-être réfléchir sur certaines choses, et ensuite vous demandez au notaire une faculté de substitution. Ça permettra, une fois que la vente et que la signature du compromis sera faite, de vous substituer à votre société. Donc vous pouvez très bien acheter en nom propre, créer par la suite, dans les 3 mois de délai qui courent derrière, une société, et ensuite vous substituer à cette société pour acheter. Et vous aurez bénéficié des 10 jours de tractation. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Ne pas oublier, une personne morale ne dispose pas du délai SRU. Donc une fois que vous avez signé votre promesse de vente ou votre compromis, et que le délai de 10 jours SRU est passé, vous devez obtenir votre financement. Donc généralement, vous verrez, dans votre document, votre promesse ou votre compromis, il sera notifié d'un délai de 45 à 55 jours pour obtenir votre financement. Qu'est-ce que c'est ce délai? Il n'y a pas, de cadre légal qui oblige un délai certain. Vous pouvez dans la négociation demander un délai de 80 jours si ça vous chante pour obtenir votre financement. Généralement, le vendeur, il va pas forcément l'accepter, mais dans le on va dire le droit commun et dans l'utilisation de la chose, les notaires marquent en général un délai entre 45 et 55 jours pour que vous puissiez obtenir votre financement. Il y a des personnes qui obtiennent leur financement en 30 jours, hein. Selon les banques, ça va aussi, relativement vite, certaines fois. Donc n'oubliez pas, si vous achetez, que vous signez un compromis ou une promesse, en juillet ou en novembre, que vous savez qu'il y a des vacances ou des fêtes qui vont arriver dans le mois qui suit, essayez de demander un petit délai supplémentaire. Parce que des fois, les banques, elles vont avoir un petit peu de retard à l'allumage, en fonction, beh, des vacances ou des saisonnalités.
Donc ça peut être aussi très important et ça se négocie tout simplement lors de la signature, auprès de votre vendeur. N'oubliez pas également que c'est vraiment pas un dû de la part du vendeur, que vous obteniez, votre financement en 45 jours et pas 46 quoi. Et également, ça peut arriver aussi des fois que vous ayez un délai de 45 jours dans votre compromis ou votre promesse et que, vous obteniez, l'accord de financement et votre crédit, au bout de 50 jours. Il n'y a pas péril dans la demeure, prévenez en amont votre vendeur, votre agent immobilier, votre notaire, que la banque a pris un petit peu de retard, que ça devrait arriver, rassurer toutes les parties et généralement ça se passe très, très bien. Voilà, vous avez obtenu votre financement. Vous avez transmis vos offres de prêt au notaire et à l'agent immobilier. Donc les offres de prêt, qu'est-ce que c'est? Bien souvent, on a des gens qui savent pas trop. Généralement, vous cassez pas la tête, ça va être un dossier comme ça, avec un tableau d'amortissement si vous avez emprunté sur 15, 20 ou 25 ans. Ça va être vraiment toutes les annuités d'amortissement, de votre crédit qui vont être imprimées, sur une page ou ça va être sur un fichier PDF. Donc ça va être vraiment un dossier conséquent. C'est vraiment, la finalisation du contrat que vous avez passé avec la banque qui vous dit que c'est bon, vous avez obtenu, les crédits, vous avez le prêt, pardon. Vous avez obtenu le prêt et vous avez toutes les modalités du financement qui sont indiquées sur ce document. Pourquoi l'agent immobilier ou le notaire vous demande ce document? Parce qu'on va savoir sur la première ou deuxième page quand il a été édité. À partir du moment où il est édité, et à partir du moment où vous le recevez, on sait que vous avez un délai de 10 jours de rétractation, compté du lendemain de la réception. On sait, que vous allez pouvoir retourner ce document pour valider contractuellement, ce financement avec la banque et on sait qu'une fois que vous avez validé ça, quelques jours après, 4, 5, 6 jours après, la banque va être en capacité de vous envoyer les fonds. Donc, comment ça se passe? Comment la banque va vous envoyer les fonds? Une fois que vous avez envoyé votre document signé au notaire, le notaire va pouvoir vous envoyer un appel de fonds. Donc c'est un document tamponné officiellement par l'office notarial. Ce document, vous allez l'envoyer à votre banque, le donner à votre banque et ça va vraiment être le passe-droit pour que la banque verse les fonds sur le compte séquestre du notaire. Donc ça, une fois que c'est fait, vous allez avoir le rendez-vous qui va être fixé avec le vendeur et le notaire. Avant ce rendez-vous, très, très important, faites la visite avant la vente. Donc le jour même ou peut-être la veille, c'est vraiment vital. Visitez le bien avant la vente, rapide, 10 minutes. Il arrive souvent qu'il y ait des petits incidents avant la signature finale, ce qu'on appelle l'acte authentique, la réitération. Donc ça, la visite d'avant-vente, elle va vous permettre vraiment de balayer les dernières petites incertitudes. J'ai encore eu le cas 2 fois cette année d'un dégât des eaux la semaine d'avant la signature finale. Donc c'est pas grave, ce sont des choses qui se règlent très facilement. On va déclarer aux assurances. Les assurances avec votre titre de propriété, elles vont pouvoir vous dédommager à vous, les frais ou alors le vendeur va pouvoir peut-être mettre en œuvre lui les travaux s'il y a encore un petit peu de temps, avant la signature finale. Mais, voilà, vous allez pouvoir trouver des solutions grâce à cette visite d'avant-vente. Petite, chose importante aussi, lorsque vous avez visité le bien, il y avait peut-être des superbes tringles à rideaux, il y avait peut-être un super lustre qui devait rester, il y avait peut-être, un meuble de salle de bain qui devait rester, des poignées de porte qui devaient rester. C'est des détails mais à titre indicatif et à titre personnel, ça m'est arrivé. Je n'ai pas fait la visite d'avant-vente avant un de mes achats immobiliers. J'ai visité un bien rénové, impeccable, avec des poignées de porte, haut de gamme. Lorsque j'ai récupéré les clés, que je suis allé voir l'appartement, une fois l'acte signé, le propriétaire avait changé les poignées de porte et avait remis les poignées de porte d'origine. Alors, quand vous voyez les montants que peuvent, avoir des poignées de porte, quand vous avez 10 portes qui ont été changées, ça fait du budget et là, malheureusement, il y a plus aucun recours. Vous avez signé l'appartement en l'état. Donc, c'est assez compliqué, d'aller devant un tribunal, de prouver qu'il y a eu dol, tromperie, de faire une conciliation pour, des poignées de porte, c'est compliqué, mais ça peut être, un préjudice à 400, 500, 600 €. Donc n'oubliez pas, la visite d'avant la vente, c'est vraiment très, très important. Donc faites-la. Dernière chose, vous avez fait les visites d'avant la vente, vous signez, tout se passe bien, le propriétaire vous remet les clés. Il n'y a pas en France de loi
qui oblige le propriétaire à vous remettre 2, 3, 4, 5 trousseaux de clés. Le propriétaire doit simplement vous remettre toutes les clés à sa disposition. Mais il n'y a rien qui est cadré à ce niveau-là. Donc si le propriétaire vous remet 2 pauvres clés pour la porte d'entrée, qu'il n'est pas en mesure de vous en donner d'autres, c'est comme ça se passe comme ça, il n'y a pas forcément de recours ou de choses qui encadrent ça. Donc, si vous avez un petit manque de confiance par rapport à ça, n'hésitez pas à faire changer tout ce qui est serrure, au niveau, de votre bien. Voilà, si c'est rassurant pour vous, ça peut bien se passer. Après, en général, honnêtement, dans 98 des cas, les propriétaires, arrivent en signature avec des paquets comme ça de clés, donc vous en aurez, vraiment pour votre argent. Pour conclure, les étapes principales de l'achat d'un bien immobilier sont votre offre d'achat, la signature de la promesse de vente ou du compromis de vente, l'obtention de votre financement, la visite d'avant la vente, la réitération et la remise des clés. Ce sont des étapes essentielles, cruciales, qui prennent en moyenne 3 à 4 mois en France. Vous pouvez, si vous en avez besoin, négocier lors de votre offre d'achat un délai plus long. Ça se fait très, très bien, il n'y a pas de souci, il faut être transparent dès le départ. Donc n'hésitez pas durant tout ce process à vous faire accompagner par les professionnels qui vous entourent. C'est très important. On fait ça toute l'année, on est habitué. Et finalement, si vous payez une prestation de service auprès d'agents immobiliers et de notaires, c'est pour vous faire accompagner. Donc n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas aussi à me partager vos anecdotes les plus folles sur des visites d'avant-vente. Je vous ai parlé de mes poignées de porte, mais je pense que vous avez dû en vivre aussi des vertes et des pas mûres. Donc faites-moi rire et partagez en commentaire. D'ici là, à bientôt pour un nouveau podcast et une nouvelle vidéo sur YouTube. À bientôt.